essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Bonjour Francis. Bonjour Alex. Alors les Inuits de Pessamit ont rejeté finalement l'entente avec Hydro-Québec. Il y a eu un référendum. 63% des membres de la communauté ont voté contre cette proposition, ce à quoi je vais rajouter un gros bémol. Taux de participation, 37%. Ouais. Oui, ben ça ressemble aux élections municipales, ceci dit, là, donc on va pas accuser les Inuits de Pessamit de faire ce que nous faisons nous aussi, c'est-à-dire ne pas se pointer pour des décisions démocratiques importantes. Ceci dit, tu as tout à fait raison, il aurait idéalement fallu qu'un plus grand nombre se prononce, mais je pense que ce qui est problématique avec tout ça, c'est que la communauté est assez divisée, là. Puis pour avoir eu la chance de fréquenter, de côtoyer un peu cette région-là, il y a une partie des Inuits de Pessamit qui souhaitent voir un développement, respectueux de la nature et tout ça, mais un développement économique sain, qui veulent créer des entreprises, qui veulent voir leur communauté s'enrichir, mais il y a carrément une partie de la population qui veut pas ça. Et ça, je veux dire, on peut être d'accord ou non, mais c'est vraiment là, une volonté de préservation à tout prix. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'ils détiennent un territoire qui est absolument gigantesque, là, qui part autour de Bécomo, mais qui monte là, des centaines de kilomètres vers le nord. Et donc, pour ce qui est des lignes de transport, pour ce qui est du potentiel développement hydroélectrique, tôt ou tard, soit on va le faire, soit on va pas le faire, mais c'est l'ensemble du Québec là, qui dépend de la bonne volonté de ces quelques milliers d'individus. La proposition qui avait été mise sur la table et qui avait d'ailleurs négociée par des représentants de la communauté, là, c'est pas quelque chose qu'on leur a imposé unilatéralement, donc c'est vraiment d'égal à égal, entre guillemets, ça a été négocié sur de nombreux mois, permettait quand même à très court terme de mettre de côté ou d'enterrer, si tu veux, les revendications historiques avec un montant là, d'à peu près 1,2 milliard de dollars, ce qui était à peu près un peu moins de 10 000 dollars par individu là, dans la communauté. Et il y avait surtout un potentiel extraordinaire de gains futurs en lien avec le développement de nouvelles infrastructures, encore une fois, soit solaires, soit éoliennes, soit hydroélectriques, soit de transport. Et donc là, on parlait de sommes qui pouvaient, j'ai lu plusieurs chiffres, mais 6 à 7 milliards de dollars en tout, donc quelque chose comme 35 000 dollars par individu qui aurait pu être versé. Là, donc la question maintenant qui se pose, c'est quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que il y a des élections là, au niveau du conseil de bande qui auront lieu à la mi-août? Donc, il y aura certainement de nouveaux élus et je devine, Alex, comme tu devineras aussi, qu'un des enjeux de cette élection là, dans les prochaines semaines, ça va être la fameuse entente avec Hydro-Québec. Comment est-ce qu'on peut la renégocier? Comment est-ce qu'on peut normaliser nos situations? Parce que c'est une chose d'avoir des revendications historiques, mais si tu refuses toute forme de proposition visant à les régler, c'est comme une espèce de serpent qui se mord la queue, malheureusement. Fait que là, avec, ceux qui sont pas allés voter, ceux qui se sont prononcés contre, t'as à peu près le 23% des membres de la communauté là, qui ont dit oui. C'est ça. T'sais. Fait que là, explique-moi une affaire. C'était quoi l'urgence de faire ça en 10 jours? Alors que c'est une négociation qui est très complexe, on comprend qu'il y a des élections à la mi-août. Mais deuxième point, là, ça va être compliqué, ça va être long, ça va coûter cher. Là, parce qu'Hydro-Québec a une demande en électricité qui va doubler à peu près d'ici 2050. Là, tic-tac, le cadran avance. Oui, puis c'est difficilement imaginable de le faire sans l'approbation, sans le partenariat, j'ai envie de dire, de Pessamit. Là. Je veux dire, comme je le disais, ce territoire-là est crucial dans la Côte-Nord. On doit trouver une façon de travailler conjointement avec eux. L'urgence du 10 jours, en fait, comme c'est venu de Pessamit, là, donc c'est venu du conseil de bande, des négociateurs, parce que, je le disais, il y a des élections qui s'en viennent rapidement et ils souhaitaient que ce soit réglé avant les élections. Est-ce que ça a été bien expliqué, cette entente-là? On peut quand même poser la question. Certains diront oui, d'autres diront non. Il y a Natacha Canapé-Fontaine, j'en parlais la semaine dernière, qui a fait une sortie dans la presse. Elle y va de plusieurs accusations là, de racisme systémique, etc. Francis Veil a d'ailleurs publié un très bon texte là, dans la presse ce week-end pour un peu décortiquer tout ça. Je pense encore une fois que c'est comme un dialogue de sourds. Là. De part et d'autre, je crois
pas qu'Hydro-Québec est arrivé à ça avec une intention maléfique, mais est-ce qu'ils ont bien compris les besoins, les attentes, etc.? Est-ce que les représentants qui ont été délégués par le conseil de bande, par Pessamit, avaient la légitimité de négocier ça? J'ai pas été autour de la table, moi, personnellement, mais chose certaine, ça a pris de nombreux mois à négocier. On arrive avec une entente qui, moi, me semblait généreuse. Après, on peut débattre des chiffres. Je vois mal qu'on va offrir 10 fois plus. Mais encore une fois, il faut voir, comme tu dis, les prochaines étapes. Puis oui, ça va être compliqué, j'ai l'impression, effectivement. Dans un autre sujet, est-ce que la SAC fait une concurrence déloyale? Ben, c'est un peu particulier. François Vincent de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes signe une lettre ouverte ces derniers jours pour dire que oui, en fait. Puis, bon, la SAQ, on le sait, les gens boivent moins d'alcool. Moi, le premier. Mais bon, les gens boivent moins d'alcool. Les jeunes boivent moins d'alcool. De manière générale, on voit une stagnation des ventes en quantité. On augmente légèrement les prix. Bon, tout ça. Ça fait en sorte que la SAQ ne fait plus d'augmentation là, de son bénéfice qui est versé à Québec. Et donc, évidemment, comme n'importe quelle entreprise, celle-ci, elle est publique, mais bon, ils sont, je pense, pris d'un espèce de sentiment de panique où ils démultiplient des drôles de décisions. Puis on semble oublier à la SAQ qu'on est un monopole public avec un mandat très précis qui est celui d'acheter et de distribuer de l'alcool au Québec. Et notamment de le faire de manière, bon, saine, de manière cohérente avec, bon, le fait qu'on est au Québec. Première chose, ben, on me donne peut-être trop peu d'opportunités aux producteurs québécois au détriment d'autres pays, d'autres provenances. Ça, c'est une première chose. Mais là où le bas blesse, puis c'est ce que décrit François Vincent dans son texte, c'est que là, la SAQ a commencé à s'intégrer dans plein de petits commerces, là, des petits espaces SAQ qu'on met dans des épiceries, des dépanneurs, pour évidemment se rapprocher des gens puis rendre la consommation d'alcool plus simple et plus facile. On pourrait débattre de l'éthique de la chose, mais encore pire, c'est que là, la SAQ s'est arrogé le droit ou comment dire, la stratégie de distribuer du sans-alcool. Hein? Puis là, on peut dire, ben oui, mais c'est un mojito sans alcool. Là, ça fait semblant d'être de l'alcool, mais ça reste qu'entre ça puis un jus de fruits, à un moment donné, je sais pas, une eau pétillante à saveur de framboise, c'est du sans-alcool. Il y a comme une espèce de continuum de choses qui n'ont pas d'alcool. La différence, c'est 10 piastres. Peut-être, effectivement, mais demain, est-ce que la SAQ va se mettre à distribuer du jus Oasis, puis du limonata? Oh, mais là, c'est je plus sais sucré, pas. ça. Taux de sucre épouvantable. Mon point, puis celui de François Vincent surtout, c'est que là, on n'en vient qu'à concurrencer. Tu sais, moi, pour de vrai, ce week-end, on a eu des amis à la maison, j'avais pas envie de boire d'alcool, mais ma blonde, elle avait acheté une espèce de truc rose, là, qui, je pense... Un prêt-à-boire? Un prêt-à-boire qui a, je pense, un look... Je sais même pas qu'est-ce que c'était supposé d'imiter, mais en tout cas, c'était comme un soft drink sucré, là, tu comprends? Mais, un prêt-à-boire? Un prêt-à-boire, mais... Ouais, mais c'est quoi? Je veux dire, un jus Oasis dans une canette, c'est un prêt-à-boire. Ben là, appelle ça ce que tu veux. Francis, un cocktail dans une canette, c'est un prêt-à-boire. Ouais, OK. Puis genre, une limonade pétillante, c'est un prêt-à-boire. Non. Quand même. Ça veut rien dire, là, honnêtement. C'est du jus, OK? Puis à la fin, mais s'il y a de l'alcool dedans. Il n'y a pas d'alcool. Ah, dans ton cas, il n'y a pas d'alcool. C'est du sans-alcool. Un prêt-à-boire sans alcool. Un prêt-à-boire sans alcool. Et donc, c'est du jus Oasis avec des bulles, tu comprends? Donc, mon point, c'est que si la SAQ se met à rentrer là-dedans, demain, elle va distribuer de l'eau Evian, puis tu comprends? Et donc, c'est pas le rôle du monopole public de distribuer des jus. Et donc, le point de François Vincent, auquel que j'endosse pleinement, c'est que la SAQ doit se restreindre à son mandat qui est de distribuer de l'alcool et de laisser le marché, les producteurs, les dépanneurs, toute la chaîne de valeur distribuer les jus. Et donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on devrait tirer la ligne dans le sable à sans alcool. Merci, Isabelle. Et ça va être drôle cet après-midi. C'est ça, là. On est juste lundi matin, 7h44, puis elle a déjà ses yeux de déjà commencé à se picosser. Il est même pas 8h. Mais tout ça pour dire, bref, lisez cette lettre et s'il y a de quoi, faites pression sur votre député local. Mais moi, dans le doute, j'aimais mieux encourager l'ami Nicolas Duvernois. Oui. Avec un petit gin tonic. Oui, mais tu sais, je serais invité, je serais intéressé d'entendre Nicolas là-dessus parce que Nicolas produit et du avec alcool et du sans alcool. Et est-ce que son sans alcool doit être dédouané par la SAQ? Ouais. J'ose espérer que non. Je veux dire, c'est la Société des alcools du Québec. Si tu fais un truc qui ressemble à un mojito qui n'a pas d'alcool dedans, tu devrais pouvoir le vendre à ton stand à limonade, tu sais, en ce qui me concerne. Mais ils vont pouvoir faire du 0,5, donc un peu d'alcool dedans. Je t'ai épuisé.
Vous comprenez ce que j'avais à dire. Et mercredi, Francis, Oui. là, c'est la décision de la Banque du Canada sur le fameux taux directeur. Tu t'attends à quoi? Je m'attends à rien. Ça bougera pas? Ça bougera 2,25? 2,25. Tous les économistes, toutes les grandes banques s'attendent à ce que ça reste stable jusqu'à la fin de l'année 2026. Là. Donc, je peux vous le faire à chaque mois, cette prédiction-là, mais on s'attend au statu quo. Pourquoi? D'un côté, il y a un peu plus d'inflation qu'on le voudrait, en grande partie à cause du conflit en Iran, le prix de l'essence, etc., qui met une pression à la hausse sur les prix. Quand les prix augmentent, que fait la Banque du Canada? A tendance à augmenter son taux pour calmer le jeu. Mais de l'autre côté, l'économie fait du surplace. Bon, le taux de chômage a baissé d'un petit iota vendredi, mais on reste encore une fois en stagnation au niveau de l'emploi. Quand ça va pas super bien économiquement, que fait la Banque du Canada? Elle baisse son taux pour stimuler l'emprunt, stimuler l'économie. Donc là, on est pris en deux pressions, deux tensions divergentes. Donc, dans ces circonstances-là, que fait la Banque? Elle fait rien. Donc, je vous prédis que mercredi, la Banque du Canada va ne rien faire. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que les taux hypothécaires, les bons du Trésor sont plutôt au beau fixe. Donc, on anticipe aussi sur les marchés. Pas une grande nouvelle, pas une grande variation au niveau du taux. Ceux qui renouvellent à ce temps-ci, c'est quoi? C'est du 4 points? Autour de 4 entre 4 et 4,3. Si vous avez un prêt assuré SCHL, c'est peut-être possible d'aller un petit peu en bas de 4. Puis d'ailleurs, je regardais les taux variables, là, ça va jusqu'à 3,4, 3,5. C'est intéressant, surtout qu'on n'anticipe pas de forte hausse dans les prochaines années. Donc là, chacun son aversion au risque. Là, mais le taux variable actuellement est quand même sensiblement moins cher que le taux fixe. Ça vient toujours avec le risque que le taux finisse par augmenter dans 1 an, dans 2 ans, puis que là, on finisse par payer pas mal plus. Encore une fois, chacun prend sa décision. Bon, fait qu'on va te laisser aller prendre ton petit jus à ton bureau, Francis. On va t'écouter à midi avec Mme Perron. Du métro ou de la SAC, je sais plus. Ce que tu veux.